J'ai organisé un live QCM pour les gestionnaires de paye. Durant ce live, j'ai posé 20 questions à des gestionnaires de paye en fin de formation afin de les aider à apprendre et à réviser leurs cours. J'ai décidé de mettre au défi Setup, mon bot basé sur l'intelligence artificielle, en lui posant les 20 mêmes questions, histoire de voir si l'intelligence artificielle peut remplacer un gestionnaire de paye en répondant plus vite et de manière plus précise à des questions sur la gestion de la paye et les bulletins de paye en général. Je suis Anthony Roca et depuis 2018, je vous aide à apprendre et à comprendre la paye à travers de cas concrets. Et maintenant, ce que vous allez voir, c'est que l'intelligence artificielle peut vous aider à avoir des réponses plus précises et plus rapides. Depuis la fin de l'année 2022 et l'arrivée de ChatGPT, l'outil conversationnel doté de l'intelligence artificielle, beaucoup de salariés se posent la question de savoir si oui ou non l'IA peut les aider ou les remplacer dans leur vie professionnelle. Force est de constater qu'après quelques tests, ChatGPT n'est pas capable de répondre correctement à des questions simples au sujet de la gestion de la paye. Avec ChatGPT normal, ni un gestionnaire de paye ni un salarié peut s'attendre à obtenir de bonnes réponses et une aide concrète pour comprendre un bulletin de paye. Cependant, il est possible d'entraîner un outil conversationnel. C'est le défi que je me suis lancé en ce début d'année 2024 et le résultat, c'est un chatbot entraîné au traitement opérationnel de la paye que j'ai appelé Setup. Dans cette vidéo, on va voir si Setup est capable de faire mieux ou moins bien qu'une centaine de gestionnaires de paye. Pour cela, je vais lui poser des questions et on va voir ensemble comment elle se débrouille. Alors, c'est parti pour la première question et la première question est super simple, c'est quel est le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale pour 2024 ? Si on demande à Setup quel est le montant du plafond de la sécurité sociale, il va nous répondre que le montant du plafond de la sécurité sociale pour l'année 2024 est de 3 864 € et c'est un perfect. En même temps, cette question est super simple. On va passer à une question un tout petit peu plus complexe. On va lui demander qu'est-ce qu'un salarié à temps partiel ? Donc là, pareil, il va réfléchir, il va regarder dans la base de données qu'on lui a fournie et il va nous donner la réponse suivante. Un salarié à temps partiel est un salarié dont l'horaire de travail est inférieur à la durée légale hebdomadaire du travail, c'est-à-dire moins de 35 heures. Sa rémunération est mensualisée et calculée en fonction du nombre d'heures travaillées par rapport à un temps plein. Là aussi, on peut dire que la réponse est parfaite. Même si la question est simple, il sait y répondre sans aller à côté. La question suivante est un petit peu plus complexe et concerne les avantages en nature. On lui demande à quelle hauteur il doit prendre l'avantage en nature logement. La question est, pour vérifier le SMIC, l'avantage en nature logement est à prendre en compte à hauteur de... Là aussi, la réponse est intéressante. Cependant, elle n'est pas bonne. Le bot n'a pas pu répondre correctement à cette question. À savoir que pour vérifier le SMIC, l'avantage en nature au logement est à prendre en compte à hauteur de 2 centimes par jour. Donc ça, il n'était pas au courant. Donc là, mauvaise réponse pour notre chatbot. On va passer à la question suivante. La question suivante, c'est comment se décomptent les heures supplémentaires ? Là aussi, normalement, s'il est bien entraîné à la paye, il saurait répondre, il doit savoir répondre parfaitement. Les heures supplémentaires se décomptent lorsque le salarié travaille au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée sont considérées comme des heures supplémentaires et doivent être comptabilisées séparément pour leur rémunération majorée et le cas échéant pour la contrepartie obligatoire en repos. Néanmoins, il ne nous explique pas comment on décompte concrètement les heures supplémentaires. Donc là aussi, c'est perfectible. Question numéro 5, toujours sur les heures supplémentaires. La question c'est vrai ou faux, les heures complémentaires peuvent être remplacées par du repos. Vrai, là aussi c'est une erreur. Alors il nous dit vrai, les heures complémentaires peuvent être remplacées par du repos selon les dispositions prévues par la convention collective ou un accord d'entreprise. C'est totalement faux, les heures complémentaires ne peuvent pas être remplacées par du repos, c'est seulement les heures supplémentaires qui peuvent être remplacées par du repos. Donc là aussi, mauvaise réponse. Question suivante. Un salarié travaille 39 heures par semaine, combien d'heures supplémentaires sera-t-il payé par mois ?
Là, on va voir si le bot est capable de calculer des heures supplémentaires structurelles. Il nous répond, un salarié qui travaille 39 heures par semaine réalise 4 heures supplémentaires chaque semaine, car la durée légale du travail est de 35 heures par semaine. Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires par mois, on utilise la formule suivante. Heures supplémentaires mensuelles égale heures supplémentaires hebdomadaires multipliées par le nombre de semaines dans l'année divisé par 12. Donc, heures supplémentaires mensuelles égale 4 fois 52 divisé par 12. Je vous passe les détails et il nous dit que le salarié sera payé 17,33 h par mois en heures supplémentaires. Donc là, c'est une excellente réponse. On voit quand même qu'il est capable de faire des calculs qui sont quelque part assez complexes parce que là, du coup, il doit savoir sortir les heures normales et les heures supplémentaires. Donc ça veut dire qu'il doit comprendre qu'en fait, quand vous avez un salarié qui fait 39 heures, il a 4 heures supplémentaires dans la semaine. Et ensuite, il doit savoir que les heures supplémentaires structurelles se calculent selon la loi de mensualisation. Donc quelque part, c'est assez étonnant qu'il sache répondre parfaitement à cette question, mais qu'il ne sache pas comment traiter les heures complémentaires. Là aussi, on va le refaire travailler, mais c'est quand même déjà un bon point pour lui. Question suivante. Un salarié travaille 24 heures par semaine, peut-il effectuer des heures complémentaires? La réponse est oui. Et effectivement, il le sait. Un salarié à temps partiel qui travaille 24 heures par semaine peut effectuer des heures complémentaires. Les heures complémentaires sont les heures travaillées au-delà de l'horaire contractuel jusqu'à la durée légale du travail ou jusqu'à la durée maximale prévue par le contrat sans excéder le tiers de cette durée. Du coup, il a bien compris qu'un salarié à temps partiel peut faire des heures complémentaires et qu'il est limité par la durée légale de 35 heures. On va lui poser une question sur la connaissance générale du droit du travail. On va lui demander si la prime d'ancienneté est toujours obligatoire. On va voir comment il réagit à cette question et quelle est la réponse qu'il peut nous donner. Alors il nous répond non, la prime d'ancienneté n'est pas toujours obligatoire, elle dépend des règles d'attribution explicitées dans la convention collective dont dépend le salarié concerné. Si la convention collective prévoit une prime d'ancienneté, alors elle devient obligatoire pour les employeurs qui en relèvent. En l'absence de disposition conventionnelle, l'employeur n'est pas tenu de verser une prime d'ancienneté. Là, la réponse est parfaite, donc clairement, c'est un 100% sur cette question. Il connaît bien le droit du travail et la subtilité de la prime d'ancienneté qui n'est pas à verser sauf si la convention collective la prévoit. Donc là, chapeau. La question suivante est extrêmement simple pour un humain, mais permet effectivement de vérifier si le chatbot, donc si Setup, a bien les connaissances classiques d'un humain normal sur ce qui se passe dans son environnement. Tout simplement, on va lui demander combien il y a de jours calendaires en 2024. Donc déjà, il y a la réponse qui s'affiche, mais en gros, le but de ce test, c'est déjà de savoir si il est capable de savoir qu'il est en 2024, et ensuite de savoir qu'est-ce qu'un jour calendaire, et au final de donner une réponse par rapport à ses connaissances. Donc là, il nous dit qu'en 2024, il y a 366 jours calendaires, car c'est une année bissextile. Donc là aussi, c'est parfait. Maintenant, on va lui poser une question sur le calcul de l'absence en cas de congé payé. On va lui demander comment calculer les absences congés payés selon la méthode des jours ouvrables. Ok ? Alors, pour calculer les absences pour congés payés selon la méthode des jours ouvrables, il faut prendre en compte tous les jours de la semaine à l'exception du jour de repos hebdomadaire, généralement le dimanche, et les jours fériés qui ne sont pas travaillés. Voilà, je ne suis pas vraiment d'accord. Alors, il nous donne toute la méthodologie. Il nous dit de déterminer le nombre de jours de congés pris par le salarié, de compter le nombre de jours ouvrables dans la période de congé, de soustraire les jours fériés tombant dans la période de congé à condition qu'ils ne soient pas travaillés. Le résultat représenté... Ouais. Alors là, beaucoup d'imprécisions, d'inventions aussi. Je pense qu'il est capable de répondre à cette question, sauf que la question est mal formulée pour le chatbot. Je ne sais pas si vous voyez cette vidéo, j'aimerais bien avoir votre avis en commentaire sur cette question. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que, au final, Setup est bête, ou si, en fait, c'est juste une question de formulation.
Parce que effectivement, déjà si c'est mal formulé pour un humain, je suis pas sûr que pour une intelligence artificielle ce soit mieux. Mais en tout cas, pour moi, la réponse, elle est pas bonne. On va donc passer à la question suivante. On va lui poser la question. Que faut-il faire impérativement si vous utilisez la méthode des heures moyennes pour déduire les absences? Alors ça, c'est que j'ai posé cette question au live gestionnaire de paye, j'ai eu, je crois, aucune bonne réponse. Ok? Et là, on va voir si effectivement il sait faire cette différence. Et là, surprise, c'est un perfect. Si vous utilisez la méthode des heures moyennes pour déduire les absences, ok, il est impératif de s'assurer que cette méthode ne soit pas défavorable aux salariés. Ok, ça, c'est je vais pas dire une banalité, ok, mais c'est une règle de paye fondamentale. Poursuivons. Vous devez comparer si déduire l'absence ou payer la présence est plus favorable pour le salarié. Cependant, cette méthode a une limite si l'absence est de courte durée. Inférieure à 6 jours, la déduction appliquée sera trop faible. Dans ce cas, l'arbitrage entre payer la présence et déduire l'absence ne doit pas être réalisé si le salarié est absent moins de 6 jours. Ouais, alors, ce qu'il dit c'est juste, mais la formulation est un peu bizarre, surtout, enfin ça c'est un peu quelque chose d'assez récurrent avec les outils conversationnels comme ChatGPT, c'est qu'ils sont capables de faire des conclusions qui leur paraissent logiques, mais qui ne le sont pas forcément pour un humain. Bref, en fait, ce qu'il est en train de nous expliquer, tout simplement, c'est que quand vous avez un salarié qui est absent, que vous décidez d'utiliser la méthode des heures moyennes, et ben du coup, en fait, il faut vérifier quel est le plus favorable entre payer la présence et déduire de l'absence. Et effectivement, cette différence des deux méthodes doit être réalisée lorsque le salarié est absent plus de 6 jours. Quelque part, je pense que la formulation est mauvaise et qu'il faudrait qu'on retravaille la formulation, mais néanmoins, le contenu, la connaissance, il sait la chercher, il sait la trouver. Donc du coup, moi, je suis plutôt satisfait de la réponse. On va passer à une autre question, on va dire de culture générale paye, et qui concerne les IJSS. Je vais simplement lui demander à combien de fois le SMIC est plafonné pour le calcul des IJSS. Cette question manque de précision, mais néanmoins, c'est important de savoir s'il est capable de trouver un sens à la question qu'on lui pose. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet outil conversationnel va être utilisé par des personnes qui ne sont pas forcément très forts en paye. Ils ne savent pas vraiment comment poser les questions et on va voir si effectivement le chatbot Setup est capable de les aider et prendre en compte des questions qui sont imprécises. Là, il nous dit le montant des IJSS, indemnité journalière de la sécurité sociale, est plafonné à 1,8 fois le SMIC. Donc là aussi, là c'est une bonne réponse, clairement, parce que ce que j'attendais, en fait, c'est exactement cette réponse déjà, mais du coup, lui, il a compris que je parlais des IJSS pour maladie. Il a bien compris que les IJSS doivent être plafonnés à 1,8 fois le SMIC. Donc là aussi, bonne réponse. Donc là, on va dire que quelque part, on est vraiment sur plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. La question suivante est extrêmement simple. Néanmoins, ça permet de vérifier que Setup a bien compris les informations qu'on lui a données. Parce que tout simplement, la question, c'est quel est le montant du SMIC au 1er janvier 2024 et on veut un taux horaire brut. On va voir s'il est capable d'aller chercher la réponse et de nous la donner. Le montant du SMIC horaire brut au 1er janvier 2024 est de 11,65 €. Parfait. Nickel. Ça veut dire qu'il a allé chercher les bonnes informations au bon endroit et il est capable de nous les restituer correctement. La question suivante est une question de culture générale paye. Okay, en fait, c'est simplement pour savoir si il peut répondre à des questions simples qui sont posées par le commun des mortels. La question c'est, est-ce que la subrogation des IJSS est obligatoire? La réponse est non. Et c'est ce qui nous dit, non, la subrogation des IJSS n'est pas obligatoire, c'est une option que l'employeur peut choisir d'appliquer ou non. En cas de subrogation, l'employeur perçoit les IJSS de la sécurité sociale et les verse directement sur le bulletin de paye du salarié. Donc ça c'est nickel, ça veut dire qu'il a vraiment bien compris le concept de la subrogation et qu'il a bien compris aussi où chercher ces informations pour les restituer correctement. Donc ça, super. Clairement, là, c'est encore une bonne réponse. Vraiment, j'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. Dites-le moi dans les commentaires quand vous voyez cette vidéo. Est-ce que vous pensez qu'on a actuellement
plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses. On poursuit sur une autre question, aussi de culture générale. Est-ce que la prévoyance est obligatoire ? Là, on va voir ce qu'il va nous dire. On va voir si déjà il ne se trompe pas entre le concept de prévoyance et le concept de mutuelle. Il nous dit la prévoyance n'est pas obligatoire pour toutes les entreprises. Cependant, si une entreprise emploie des cadres, elle doit souscrire à une prévoyance pour couvrir ses cadres. De plus, une convention collective peut prévoir la mise en place d'une prévoyance pour les salariés non cadres. Il est donc important de se référer à la convention collective applicable à l'entreprise pour déterminer l'obligation de souscrire à une prévoyance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires, mais clairement, la réponse est nickel en fait. Il a bien compris la différence entre la prévoyance et la mutuelle, ok, et du coup, l'obligation d'affilier les cadres et les éventuelles obligations qui peuvent découler de l'application d'une convention collective. Donc clairement, si aujourd'hui vous posez des questions à ce bot, j'ai l'impression que vous avez de grandes chances d'obtenir des réponses justes dans leur contexte et surtout précises. C'est ce qu'on va voir avec les questions qui vont suivre. Question, c'est doit-on prendre les heures supplémentaires pour proratiser le plafond de la sécurité sociale ? Question technique, en fait, le plafond mensuel de la sécurité sociale, le tout, c'est pas qu'ils connaissent son montant, ok ? Parce que ça, c'est facile de connaître son montant. Maintenant, c'est une question de contexte et en plus, cette question est une question piège, ok ? Non, les heures supplémentaires ne doivent pas être prises en compte pour proratiser le plafond de la sécurité sociale. Le plafond est ajusté uniquement en fonction des heures de travail contractuelles et des heures complémentaires éventuelles pour les salariés à temps partiel. En fait, effectivement, le plafond de la sécurité sociale doit être proratisé pour les salariés à temps partiel et on doit prendre pour les salariés à temps partiel les heures complémentaires. Ok ? Et du coup, je voulais clairement le piéger. Et du coup, en lui posant cette question, je pensais clairement qu'il allait tomber dans le panneau, qu'ils n'allaient pas faire la différence entre les heures supplémentaires et les heures complémentaires. Au vu des questions précédentes et des réponses qu'il a données, notamment si vous vous rappelez de la question sur les heures complémentaires, je pensais qu'il allait tomber dans le panneau. Là, visiblement, il n'est pas tombé dans le panneau. Il nous a donné une réponse correcte et on va dire bien formulée. Là aussi, très bien. Maintenant, je vais lui poser une question sur les cotisations sociales. Bon, concrètement, mon plafond est de 3 864 €, le salaire brut est de 4 500 €. Est-ce que je dois appliquer la contribution d'équilibre technique ? Concrètement, c'est une question qui va mobiliser ses connaissances sur le calcul de paye pur. C'est pas une question générale de paye, mais c'est une question vraiment de technique de paye. Il nous répond « Oui, si le salaire brut est de 4 500 € et que le plafond mensuel de la sécurité sociale est de 3 864 €, la contribution d'équilibre technique doit être appliquée sur la part du salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale, car la CET est due si le salaire brut est supérieur au PMSF. » La réponse est pas vraiment juste, mais pas vraiment fausse. Concrètement, il a bien compris que la CET se déclenche si le salaire brut est supérieur au plafond de la sécurité sociale. Donc ça, c'est très bien. En plus, il nous explique ce que c'est la CET. Cependant, il nous dit que la CET doit être appliquée sur la part du salaire qui dépasse le plafond de la sécurité sociale. Ça, c'est pas juste. Il a mal compris son application concrète. Donc là, la réponse n'est pas bonne. Néanmoins, avec du travail de développement, on va pouvoir corriger en fait sa connaissance. Donc, quelque part, on va dire qu'il n'a pas été bon sur cette question, mais pas si mauvais que ça. Les questions suivantes concernent la déclaration sociale nominative et notamment sa gestion au quotidien. Donc la question que je vais lui poser, c'est qui recouvre la taxe d'apprentissage ? La taxe d'apprentissage est recouvrée par l'URSSAF à compter de janvier 2022. C'est pas si mauvais que ça. Toujours une question sur la DSN. Là, je lui ai posé une question sur la transmission de la DSN. Je lui ai dit, voilà, j'ai une entreprise de 5 salariés et je veux savoir quand c'est que je dois transmettre la DSN. Pour une entreprise de 5 salariés, la DSN mensuelle doit être transmise le 15 du mois suivant, le mois de paye M+1 à midi. Ouais, c'est ça. En gros, pour une petite entreprise, la DSN mensuelle doit être transmise le 15 du mois suivant. Effectivement, si je fais mes payes de janvier, ce sera le 15 février. Donc là, très bien, parfait. Il a su faire la différence entre une entreprise de moins de 50 et une entreprise de plus de 50 parce que les échéances sont différentes. Donc là, on peut lui mettre un 100%. Et enfin, la dernière question, une question de culture paye. Où sont envoyés les DSN ? Alors, quand on lui pose la question sur où sont envoyés les DSN, il y a plusieurs réponses possibles.
Là aussi, c'est extrêmement flou, mais on va voir s'il est capable de trouver les réponses qu'il faut. Eh ben, il me dit que déjà, il me définit ce que c'est la DSN, donc c'est très bien. Elles sont transmises de manière dématérialisée via le portail Net Entreprise, c'est la réponse que j'ai tentée, ou tout autre moyen mis à disposition par l'URSSAF. Elles sont transmises de manière dématérialisée via le portail Net Entreprise, parfait, ou tout autre moyen mis à disposition par l'URSSAF. Pas vraiment. En fait, je pense que, parce que nous, quand on l'a entraîné, on lui a expliqué qu'en fait, les DSN, elles partaient sur Net Entreprise, mais du coup qu'elle pouvait être envoyée par des outils, notamment par Je déclare. Mais ce n'est pas des outils qui sont mis à disposition par l'URSSAF. Néanmoins, il a compris le principe de Net Entreprise, il a compris la dématérialisation, donc c'est plutôt pas mal. Donc en conclusion, je dirais quand même que Setup est plutôt bien paramétré pour aider un gestionnaire de paye ou un salarié à comprendre ses bulletins de paye. Néanmoins, il est perfectible, et largement perfectible, et je pense qu'on va pouvoir bien travailler à le faire évoluer. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez concrètement, vous, de l'intelligence artificielle, si vous pensez que c'est un plus ou un moins pour vous. On voit qu'actuellement, il n'est pas prêt de remplacer le gestionnaire de paye. Ça, c'est une certitude. Je ne peux pas dire qu'il peut remplacer l'apprentissage de la paye. On en est loin. Néanmoins, avec un outil comme Setup, on peut faire d'une personne un gestionnaire de paye amélioré. C'est-à-dire qu'il peut largement augmenter ses compétences, sa rapidité et sa précision dans le travail de gestionnaire de paye. Mais après tout, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, vous, pour savoir ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Donc, lâchez vos commentaires avec plaisir.